Bien. Tout d'abord, merci d'être venu. J'espère que ça va vous intéresser. Alors, juste quelques petites précisions. Ça va se dérouler de cette façon-là. Une demi-heure, environ une demi-heure de conférence par Claude Béronia, qui va se présenter. Et puis après son exposé, il prendra, disons, une, deux ou trois questions, pas plus, histoire de lancer le débat qui va venir derrière. Derrière, on vous met à contribution, c'est-à-dire que c'est un débat citoyen, ce sera à vous de proposer les solutions sous la direction de Jacques Expanin, qui doit être dans la salle ou qui va pas tarder à arriver. Et bon, on débattra, disons, on a prévu 1 heure, si ça dure moins, c'est pas trop grave, si ça dure un peu trop, on abrégera. Et puis, après ce débat citoyen, je reprendrai la parole une toute petite minute pour vous donner, ceux qui l'ont pris, le quiz adulte. Je vous donnerai les solutions du quiz adulte qui sont normalement dans l'exposé, c'est-à-dire, c'est une apéro, quoi. Voilà. Donc, écoutez, je vais passer la parole à Claude, qui va officier. Donc, bonjour, je suis donc Claude Béronia, Jacques, et je suis responsable de tout ce qui est météo, qualité de l'air, modélisation météo, qualité de l'air et climat au sein d'Aria Technologies, une entreprise de Boulogne. Et je vais vous présenter une présentation qui devrait durer à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure, j'espère peut-être un petit peu moins, sur les tenants et les aboutissants de la COP21. Alors je vais bien commencer par ce slide-là. Donc vous avez 2 graphiques. Celui de gauche représente la vulnérabilité des pays dans le monde avec une échelle de couleur. Plus l'échelle de couleur est bleu foncé, plus le pays est vulnérable. Plus il est jaune, moins il est vulnérable. Et donc du coup, ce dont on se rend compte, c'est que tous les pays du Nord, tous les pays développés ont une vulnérabilité bien plus faible que les pays en voie de développement, que ce soit au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Asie ou au niveau de l'Amérique du Sud. Et à mettre en parallèle avec le graphique de droite, qui est la capacité d'adaptation, la capacité que les pays ont à recouvrir leur potentiel quand ils ont été victimes d'une catastrophe. Et là on voit donc l'échelle de couleur, et plus on a une capacité, plus on est vert, moins on a de capacité, plus on est rouge. Et donc du coup on voit que ces mêmes pays qui ont une vulnérabilité très forte ici ont une faible capacité à s'adapter. Et donc du coup, en particulier, l'un des enjeux de la COP21, ça va justement être de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces pays-là qui sont à la fois très vulnérables au changement climatique et à la fois ont une faible capacité d'adaptation. Alors, je vais commencer par quelques chiffres. Tout d'abord, vous avez sur ce graphique-là l'évolution de la température moyenne de la Terre sur les 2000 dernières années. Et donc du coup, on se rend compte que jusqu'à l'ère industrielle, jusqu'à l'ère pré-industrielle, en 1860, on a bien sûr une fluctuation naturelle, mais on a globalement une tendance à la baisse. Et depuis l'ère industrielle, donc depuis 1880, on a une augmentation qui a tendance à s'accélérer depuis 1950 avec une anomalie de température, donc la différence entre la température moyenne sur le millénaire et la température moyenne observée, qui atteint une valeur très importante dans les dernières 20 ans, avec un chiffre. Donc ceci est le même graphique, mais en zoomé depuis l'ère industrielle. Et donc du coup, à partir de 2012, on a observé une anomalie de température de plus 0,90 degrés. Et ce que l'on voit également, c'est que si on zoome sur cette petite partie-là, on se rend compte que cette augmentation, plus on avance, plus elle s'accélère. Donc on a une première courbe sur l'intégralité de l'ère industrielle qui est de à peu près 0,5 degrés par siècle. Si on prend le dernier siècle, on passe à 0,5, et puis si on prend les 50 dernières années, on est à plus de 2 degrés par siècle. Donc vous avez certainement dû entendre parler des fameux 2 degrés, et les 2 degrés, c'est de l'ère pré-industrielle jusqu'en 2100. Et donc si on prend la courbe que l'on a sur les 50 dernières années, on va doubler cette valeur-là, et on ne va pas être à 2 mais à 4 degrés. Toujours en termes de constat, donc là je suis vraiment dans le constat, hein. Toujours en termes de constat, vous avez bien sûr certainement entendu parler des gaz à effet de serre, donc j'y reviendrai après. Et donc du coup, un constat important, c'est que l'augmentation des gaz à effet de serre mondiale depuis 1990, c'est 45%.
Donc on augmente les émissions de gaz à effet de serre de 45% depuis 1990 sur l'intégralité de la Terre. À un rythme, on a beau essayer de faire des efforts, à un rythme qui continue à augmenter parce que le dernier chiffre de 2014, c'est plus de 2%. Donc en 2014, on a fait plus de 2% par rapport à 2013. Et si on prend ces chiffres-là et qu'on les projette sans aucune augmentation, donc vraiment à plus de 2% par an, on arrive à un chiffre où on double les fameux 2 degrés que tout le monde annonce. Donc on est, alors avec une marge d'incertitude, hein, mais on est entre 3,5 et 4,5. Donc pour l'instant, si on continue comme ça, on va dans le mur. C'est un peu le signal. Donc autre chose importante sur le climat, c'est que c'est à ma connaissance la seule thématique scientifique où on a réussi à mettre tous les chercheurs autour d'une table et pour qu'ils produisent un consensus pour donner des éléments de réponse en sciences économiques et sociales au gouvernement du monde. Et ce cadre, c'est le GIEC, ou l'IPCC en anglais, qui a été mis en place en 88, et donc tous les 3 à 5 ans, les experts du monde se mettent tous autour d'une table et finissent par être tous d'accord et arriver à publier des consensus qui sont de temps en temps un petit peu en dessous de certains travaux de recherche, il y a toujours des polémiques, mais ils arrivent toujours à sortir un consensus avec un livrable scientifique, économique et social. Et ce GIEC, c'est lui qui donne aux politiques le bilan de ce qui se passe en termes de sciences, de technique et d'économie. Chose importante, donc son rôle c'est d'informer sur ces 3 thématiques-là. Également d'être conseiller scientifique pendant les COP, je reviendrai après sur ce qu'est une COP exactement. Mais par contre, chose importante, elle ne fait pas de politique, c'est-à-dire qu'elle laisse aux décideurs politiques le volant pour prendre les décisions. Ils sont uniquement là pour statuer sur l'état du réchauffement climatique en termes de sciences, de social et d'économie. Alors, bien évidemment, il y a tout un tas de thématiques qui sont abordées dans ces rapports, dont les dates sont ici. Donc le premier est en 90 et le deuxième qui vient de sortir est en 2013. Et là, j'ai essayé de sortir un message de ces rapports qui était justement sur l'attribution de la cause du changement climatique. Donc en 1990, le message qui sortait, c'était que, basé sur des observations, on avait une mise en évidence de l'effet de serre, donc du réchauffement climatique. C'est tout ce qu'il y avait comme message en termes d'attribution. En 92, on commençait à parler de gaz à effet de serre et d'augmentation des gaz à effet de serre pour parler du réchauffement climatique. Et puis en 2015, le signal était un petit peu différent. On parlait moins de réchauffement climatique, on parlait plus de bilan sur le climat, mais il y avait une chose importante, c'est que commençait à apparaître la notion d'humain, donc d'influence de l'homme sur le climat. Et ça ne date, le consensus, je ne parle pas des premières personnes qui en ont parlé, je parle du consensus scientifique, ne date que de 2001, et effectivement en 2001, il y a vraiment écrit pour les consensus scientifiques que le réchauffement climatique, depuis les 50 dernières années, est bien lié à l'augmentation des gaz à effet de serre liées aux émissions anthropiques humaines. Avec, parce qu'ils sont très, très, très sages, une notion de probable, c'est-à-dire qu'ils n'en étaient pas sûrs. Et puis avec, donc toutes ces recherches sont liées à de la modélisation, et bien évidemment, plus la science avance, plus l'incertitude sur différents processus se réduit. Et donc du coup, au fur et à mesure des années, il n'y a pas de nouveaux changements, on en est de plus en plus sûr. Donc en 2007, c'était devenu très probable. Et dans le dernier rapport du GIEC de 2013, c'est extrêmement probable, parce que comme on est sur du futur en 2100, on ne peut pas en être certain. Mais voilà, ils sont maintenant tous d'accord et on est tous convaincus du fait que de l'influence humaine sur le réchauffement climatique. Et les scientifiques le montrent dans les rapports. Alors, je repars sur des notions un peu de base, mais je pense qu'elles sont intéressantes. Qu'est-ce que l'effet de serre? Parce qu'on parle du réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique, c'est lié à l'effet de serre. Qu'est-ce que l'effet de serre? Alors, l'effet de serre, c'est assez simple. Le sol de la Terre est chauffé par le Soleil. Tous les étés, quand on va sur la plage, on se rend bien compte que le Soleil chauffe le sol. Et l'atmosphère terrestre a comme capacité de retenir cette chaleur. Certains gaz qui composent l'atmosphère terrestre a la capacité de retenir ce gaz. Et cette espèce d'étanchéité est proportionnelle
à la concentration de certains gaz. Plus certains gaz sont présents dans l'atmosphère, moins la chaleur va s'échapper. Et donc si la chaleur s'échappe moins, forcément ça réchauffe l'atmosphère. Donc l'effet de serre, c'est ça, un peu à l'instar de ce que fait une serre autour des plants de tomates ou des plants de melon. Ça retient la chaleur. Et plus la concentration de gaz est importante, plus le réchauffement est important, parce qu'en fait, moins la chaleur s'échappe. Et là, vous avez sur la droite la répartition de ces fameux gaz à effet de serre. Donc ces composants atmosphériques qui conduisent au réchauffement climatique s'appellent les gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre sont principalement, alors je ne sais pas si on voit très bien ici, en rouge. Donc ça, c'est la répartition des émissions de ces gaz à effet de serre. Et donc du coup, c'est principalement le CO2, on en parle beaucoup, mais il y a d'autres gaz tels que le méthane, qui représente quand même 15% de la contribution des gaz à effet de serre, et puis d'autres gaz un peu plus marginaux de type N2O, sachant que le CH4, hélas, donc il y a 3/4, cette partie-là est principalement liée à l'activité humaine, mais le CH4 également avec l'agriculture. C'est pas parce que c'est du CH4 que ce n'est pas l'impact humain. Alors maintenant, c'est bien joli, mais ces gaz à effet de serre, on sait qu'ils augmentent, et ils augmentent principalement liés à l'activité humaine. Et chose importante, c'est quel est le pays le plus émetteur. Alors, depuis l'ère pré-industrielle, c'est principalement les pays développés qui étaient principalement responsables du réchauffement climatique, donc l'Europe, l'Amérique du Nord, le Japon. Et donc on voit là, sur mes deux petits camemberts qui sont ici, en bas, la répartition des émissions en bleu entre ce qu'on appelle les pays industriels, c'est-à-dire États-Unis, Europe, Japon, principalement, au 1990. En 1990, effectivement, on se rendait compte que il y avait 2/3 qui étaient liés aux pays industrialisés. Ce qui a conduit au protocole de Kyoto, où on a principalement dit les pays qui sont responsables de ce fardeau, ce changement climatique, c'est à vous d'agir. Donc c'était l'Europe, c'était les États-Unis, le Canada, auxquels on a dit voilà, vous c'est à vous d'agir. Maintenant, si on se place en 2012, c'est un petit peu différent, parce que ces pays industrialisés ne représentent plus que 41%. Et donc du coup, même si eux font un effort très très fort, ça ne suffira pas. Et donc du coup, on commence, et ça va être l'objet de la suite de mon exposé, de changer un petit peu de manière de penser. Ce n'est plus au pays historique de régler le fardeau, mais c'est à tout le monde de faire un effort. Et la question, c'est comment on va pouvoir réussir à ce que tout le monde fasse un effort. Les pays développés, les pays en voie de développement, et les pays émergents de type Chine, Inde et Brésil, qui ont une forte croissance. Comment est-ce que tout le monde va pouvoir s'unir et faire des efforts? Alors j'ai ici en répartition ici une autre vision, mais qui est un petit peu similaire. Pareil, 1990-2002, avec ici le code couleur des couleurs des pays. Et donc du coup on voit que l'Europe a réduit ses émissions, donc suite au protocole de Kyoto. Les États-Unis, qui n'ont pas signé le protocole de Kyoto, ont un petit peu augmenté leurs émissions, mais on voit surtout arriver les pays émergents et les pays en voie de développement, donc en particulier la Chine, qui maintenant représente 23% des émissions de gaz à effet de serre du monde. L'Inde, pareil, qui est en forte augmentation. Et puis tous les autres pays en voie de développement qui contribuent maintenant à une part très importante. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, on a commencé à changer de façon de voir. Mais en Europe, suite au protocole de Kyoto, on a quand même fait des efforts. Et donc là, sur ce graphique-là, on voit les efforts qu'ont fait l'Europe. Donc en bleu ciel, c'était les émissions en 1990, et en bleu, ce sont les émissions en 2012. Et donc du coup, on voit que, et ça sur les différents secteurs, l'énergie, l'industrie, le trafic, et même le bois ici en négatif, parce que la biosphère absorbe, donc quand on développe les forêts, on réduit les concentrations de gaz à effet de serre, en particulier CO2. Et donc du coup, on voit que voilà, le monde a augmenté, mais suite au protocole de Kyoto, l'Europe a fait des efforts et donc du coup a réduit et ne représente plus que 8% des émissions de gaz à effet de serre. Autre chose importante que j'ai mentionnée ici, c'est la quantité d'émissions que l'on émet en 2012. Avec, donc toujours les experts du GIEC nous donnent des projections, si on continue comme ça, où est-ce qu'on va arriver? Donc on arrive à un chiffre de 68. Sachant qu'il faut garder en mémoire que eux donnent aussi des chiffres pour ces fameux objectifs de degrés qui donnent 42. Donc on se dit, on est très très loin, comment est-ce qu'on va y arriver? Mais avec tout ce qui est géo-engineering et réduction possible, etc., dans leur rapport, ils disent quand même qu'il y a un potentiel de réduction, je dis bien potentiel, si tout le monde fait des efforts, le potentiel de réduction est de 29 tonnes, et donc du coup, en faisant la différence entre les deux, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, on va dans le mur, mais il est possible
de continuer à arriver à l'objectif de 2 degrés. L'objectif de 2 degrés est possible parce que même si pour l'instant on est toujours sur la pente croissante, au vu des experts, il est possible de faire suffisamment de réduction pour arriver à l'objectif de 2 degrés. Donc c'est possible. Pour l'instant on va dans le mur, mais c'est encore possible. Je ne sais pas encore combien de temps, mais pour l'instant c'est encore possible. Donc maintenant que je vous ai donné le tableau scientifique et le tableau d'où est-ce qu'on est, qu'est-ce que la COP? Et donc du coup la COP c'est au départ c'est une initiative de l'ONU qui en 1972 a convoqué des assemblées, donc il y en a une tous les 10 ans, c'est les sommets de la Terre, qui a pour but de mettre les gouvernements autour d'une table pour essayer de parler de développement durable. Pas forcément de changement climatique uniquement, mais globalement de développement durable. Et le 3e sommet de la Terre, en 2012, a conduit à l'adoption d'une convention cadre des Nations Unies qui s'appelle le CCNUCC, qui est un traité qui englobe tous les États de l'ONU, plus 175 États, plus l'Europe, avec comme prérogative de s'occuper principalement des problèmes de changement climatique et des moyens d'y remédier. Et qu'est-ce que la COP? La COP, c'est simplement la réunion de tous ces partis qui se fait tous les ans, alternativement dans chacun des continents. Et donc du coup, tous les ans, c'est l'intégralité des pays du monde se réunit autour d'une table avec comme expertise les membres du GIEC. Alors, je vous ai noté ici les principales, les COP dont on a l'habitude de parler. La première à Berlin, la COP numéro 3 à Kyoto, qui a conduit la première mesure contraignante, le premier protocole de Kyoto, qui est appliqué depuis 2005 et jusqu'en 2020, important jusqu'en 2020. Et puis, une autre COP très importante, qui est la COP 15, qui est la COP de Copenhague, où, comme je vous l'ai dit, la façon de penser a changé. Ce n'était plus c'est un fardeau à porter et à partager par les pays développés, mais on passe à une autre façon de penser qui est un accès équitable au développement durable pour tous. Et c'était une belle idée. Il n'empêche que les mesures n'ont pas été acceptées à la COP de Copenhague, et du coup à la COP de Cancun qui a eu lieu juste après, il a été décidé de se dire ok, on a échoué à Copenhague, on va se laisser 5 ans pour mettre en place des mesures pour arriver à accéder à cette idée qui est une idée importante. Et donc du coup, si on fait 10 plus 5, ça fait 15, ça fait 2015 et ça fait la COP 21. D'où l'importance de la COP 21 qui est normalement le fruit de 5 ans de réflexion pour arriver à donner au monde, aux gouvernants, la stratégie pour après 2020. Parce que Kyoto, ça s'arrête à 2020. Et donc, du coup, la COP21, c'est donner les éléments pour aller après 2020. Alors, on parle beaucoup de l'objectif de degrés. Donc, l'objectif de degrés, c'est quoi? C'est un chiffre qui a été donné par le GIEC en 2007. C'était une fourchette entre 1,7 et 2,3. Et puis les politiques 1,7 et 2,3, c'est compliqué. Donc, du coup, ils se sont mis objectif de degrés, qui est un objectif qui reste, comme je vous le dis, atteignable dans les rapports du GIEC, avec une réduction massive. Et là, ce que j'illustre, c'est 4 scénarios qui sont aussi issus du GIEC, 4 scénarios de réduction. Et donc, du coup, pour arriver à cet objectif de 2 degrés, il y a 4 scénarios qui sont mis en avant par différents pays. Le premier est un scénario très très raisonnable qui dit on réduit très très fortement, donc ça c'est de 2000 à 2100. On réduit très très fortement au départ les émissions, donc on contraint très très fortement tout le monde. Et puis du coup sur la fin du siècle, on va être tranquille parce qu'on va avoir très très peu à réduire et donc du coup on devrait assez facilement y arriver. Deuxième scénario, c'est de se dire c'est compliqué de réduire, donc pour certains pays qui sont en croissance et qui ont besoin de technologies qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas réduire, donc du coup on réduit beaucoup moins fort au début, et puis quand la croissance, quand l'intégralité des pays aura atteint un niveau de croissance suffisant pour réduire leurs émissions, on aura une grosse marche qui nous restera. Ça, ce sont des émissions, ce sont 2 scénarios qui ont été mis en avant en 2007, et puis en 2014, il y a 2 nouveaux scénarios qui se sont mis en place, qui se sont dit ouais mais ça va pas être très compliqué, donc du coup on va pas y arriver. Et du coup, il y a de plus en plus de scientifiques qui disent oui mais en fait on va se développer suffisamment pour arriver à faire du géo-engineering qui va permettre d'avoir des émissions négatives, captation de carbone, des choses comme ça, qui va permettre
d'avoir des réelles émissions négatives, donc de conduire la Terre à ne pas produire, mais à réduire les quantités de CO2 dans l'atmosphère. Et donc du coup, il y a deux scénarios qui se dégagent. Il y a le scénario issu du GIEC, avec des mesures qui sont raisonnables, et puis certains pays pensent que l'humain va être beaucoup plus fort que ça, et donc du coup va réussir à multiplier par deux ce que le GIEC pense être raisonnable comme j'imaginerais. Donc c'est les 4 scénarios qui sont plus ou moins en discussion. Alors, juste avant de passer à la suite, le changement de connotation il y a un fardeau et puis tout le monde doit contribuer, et même si le GIEC ne fait pas de politique, ça transmet quand même dans leur rapport, parce que dans le rapport de 2007, quand il donnait des indications sur comment réduire les émissions, il ne parlait que de pays développés. Donc on avait une stratégie avec moins 25% en 2020, moins 80% en 2050, et puis plus rien en 2100. Et puis dans le rapport de 2013, il ne parle plus de pays développés, mais il parle au niveau mondial. Donc ils ont aussi pris conscience que, même s'ils ne font pas de politique, qu'il fallait que tout le monde s'y mette. Et du coup, les chiffres ont un petit peu changé, mais ce qui est important, c'est que même les scientifiques se sont mis à ne plus taper uniquement sur les pays développés, mais à essayer de mettre tout le monde à contribution. Et donc du coup, depuis la COP 15, il y a un mouvement qui est monté qui s'appelle les INDC. Donc du coup, l'idée, c'est de demander à chacun des pays, en termes de contribution volontaire, d'indiquer quels sont les efforts qu'ils pourraient faire. Et donc du coup, a été demandé à l'intégralité des pays de mettre en place ce genre de contribution, et chaque pays va déclarer qu'est-ce que lui est capable de faire. Et l'idée de la COP21, l'un des enjeux de la COP21, c'est de prendre toutes ces contributions et d'essayer de voir si toutes ces contributions suffisent à arriver aux 2 degrés. Et la bonne nouvelle quand même, c'est que même si c'était incitatif et indicatif, au final, il y a quand même 127 pays qui ont répondu, ce qui représente 87% des gaz à effet de serre et qui représente 88% de la population. Ce qui veut dire que l'intégralité des grands pays et des grands pays émetteurs ont répondu à cette contribution volontaire, et donc du coup la COP21 va pouvoir effectivement réfléchir, et les dirigeants du monde vont pouvoir se pencher sur est-ce que c'est suffisant et comment est-ce que l'intégralité de ces contributions va pouvoir conduire à l'objectif de se limiter à 2 degrés. Le deuxième enjeu, c'est que tout un tas de pays, ils disent nous on veut bien réduire nos émissions, mais on ne sait pas faire, on n'a pas les moyens, on n'a pas la technologie pour le faire. Parce que ne pas avoir de centrale à charbon pour faire de l'électricité, c'est très bien, mais il faut bien avoir l'alternative. Et c'est vrai que pour un certain nombre de pays, même des pays émergents type l'Afrique du Sud, 80% de leur électricité vient du charbon. Et donc du coup a été décidé à Cancun, et à Copenhague puis à Cancun, le développement d'un fonds vert. Le développement d'un fonds vert, c'est quoi? C'est mettre en place une manne d'argent importante, 100 milliards, l'objectif est 100 milliards de dollars par les pays développés, pour faire du transfert de compétences des pays développés vers les pays sous-développés, pour que ces pays sous-développés puissent également avoir la technologie pour réduire leur empreinte climatique. Et donc ce financement est un financement qui inclut les financements publics, les financements privés, le multilatéral, le bilatéral. Il finance à la fois l'atténuation, donc la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi tout ce qui est adaptation. J'y reviendrai plus tard dans mon exposé. C'est bien sûr, comme je vous l'ai dit, un enjeu crucial pour le développement. Et puis il y a une espèce de capital minimal, une capitalisation minimale de 10 milliards de dollars. Capitalisation qui a été atteinte en 2015. Donc en 2015, il y a un engagement de 10 milliards. Donc je vous mets sur ce graphique-là la répartition des pays, dont la somme fait 10 milliards, et on se rend compte qu'effectivement les contributeurs sont principalement des pays développés, en premier lieu les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, donc tout ça c'est les pays de l'Europe, Allemagne, France, Suède, Italie, Canada, et donc tous ces pays développés ont promis de mettre 10 milliards sur la table pour aider les pays en voie de développement à acquérir des compétences et à faire du transfert de compétences pour que leur empreinte climatique soit moins forte. Et donc ça fait partie du deuxième enjeu de la COP21. Le troisième enjeu de la COP21, c'est essayer de mettre tout le monde à contribution. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, on était uniquement sur le gouvernement. En 2014, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a convoqué un sommet extraordinaire des dirigeants mondiaux sur le climat. Alors, il entendait par dirigeants mondiaux sur le climat tout le monde sauf les chefs d'État.
Et donc du coup, c'était les principales villes, les régions, les ONG, les grandes entreprises, tout le monde autour de la table pour essayer de voir qu'est-ce que ces personnes-là peuvent également faire, pas uniquement les gouvernements, mais qu'est-ce que ces personnes-là peuvent également faire. Et ça a conduit à un plan d'action Lima Paris qui a mis en place ce qu'on appelle l'agenda des solutions, qui est quelles solutions il existe, quelles solutions on peut proposer au niveau des villes, des États, des régions et des entreprises pour aussi contribuer à la baisse des gaz à effet de serre. Et dans le cadre de la COP21, c'est la première fois qu'en marge des négociations politiques, il y a au Bourget une exposition de toutes les solutions technologiques et globales concrètes, justement pour l'intégralité des pays. Et donc du coup, au Bourget, on va d'ailleurs y être, les collectivités, les entreprises, les associations et les chercheurs vont pouvoir visiter des exposants et essayer de voir s'il n'y a pas des solutions correspondant à leurs problématiques. La même chose pour les délégations qui seront dans le carré bleu. Et au Grand Palais, il y a un résumé où il y a des débats, une espèce de présentation de ce qui se passerait ici pour les professionnels au Grand Palais sur quelles solutions il existe pour réduire l'empreinte CO2 en termes de technologie et de mode de fonctionnement. Alors la COP21, elle est à Paris et c'est une COP qui se veut exemplaire avec tout un tas de grandes choses. Donc bien évidemment, il y aura un retraitement des déchets et il y aura moins de gaspillage des déchets. Il y a aussi une maîtrise de l'empreinte carbone avec un chauffage au gaz, avec l'utilisation de biogaz. Il y a tout ce qui va être consommé sur place est issu de circuits courts, donc la nourriture, tout ça provient d'Île-de-France. De la même façon, les emplois sont aussi des emplois qui sont principalement des emplois franciliens, pour tout ce qui est sécurité, etc. Il y a également une optimisation des transports, avec les transports électriques, des vélos, des bus électriques. Et puis, alors, ça effectivement, je ne sais pas, j'ai essayé de me renseigner, mais c'est plus compliqué. Avec les attentats, normalement, il devrait y avoir tout un tas de sensibilisation et de formation à Paris et dans toutes les villes sur tout ce qui est COP21. Maintenant, avec les attentats, je ne sais pas exactement ce qui va en rester, mais normalement, il y avait tout un tas de manifestations qui devaient sensibiliser les gens au réchauffement climatique. Maintenant, si on se concentre, donc pour l'instant, on a parlé du monde, maintenant, si on se concentre sur la France, donc la France a ratifié le protocole de Kyoto, et dans le cadre du protocole de Kyoto, comme elle avait déjà une empreinte carbone qui était relativement modeste, comparé à certains autres pays qui avaient beaucoup plus de centrales à charbon et de centrales au pétrole, il avait été décidé que dans le cadre de l'Europe, parce que c'est un protocole qui incluait l'Europe en ensemble, il fallait stabiliser ses émissions. C'est-à-dire que la France, il fallait que depuis 1990 jusqu'à 2013, elle stabilise ses émissions. Et en fait, elle a fait beaucoup mieux, parce qu'en 2013, elle a réduit de 13% ses émissions de gaz à effet de serre. Donc elle est allée au-delà du protocole contraignant de Kyoto. Maintenant, pas dans tous les secteurs, hélas. Donc je vous ai résumé ici les différents secteurs industriels, je ne sais pas si on voit bien, si on est transparent, avec le pourcentage de réduction. Donc du coup, tout ce qui est énergie a été réduit, la quantité de gaz à effet de serre a été réduite de 30%, l'industrie 35%, l'agriculture 6%, et puis la forêt aussi 25%, c'est pas la forêt qui a été réduite, au contraire elle a été augmentée de 25%, parce qu'en fait c'est un puits de carbone. Mais par contre, il reste 3 secteurs, un qui est un petit peu marginal, qui est l'aviation, mais il reste 2 secteurs sur lesquels il reste encore des choses à faire, parce que depuis 1990 à 2013, le chauffage domestique a augmenté de 10% son empreinte carbone, et puis le transport a augmenté de 11% son empreinte carbone. Donc on a fait beaucoup d'efforts, mais il reste encore des choses à faire dans certains secteurs, en particulier ce qui est du transport et du chauffage domestique. Je voulais pas rater le fait que il y a tout ce qui est au niveau national, mais il y a aussi tout ce qui se fait au niveau local, et en particulier les régions et les villes sont aussi mis à contribution au travers, par exemple, d'Agenda 21, où les collectivités les plus mobilisées, peuvent s'engager sur une démarche volontaire avec la préconisation de tout un tas d'actions, comme c'est le cas de Saint-Fargeau qui a publié son Agenda 21 avec la mise en place, le descriptif de tout ce qui était mis en place pour essayer de contrer le changement climatique et de réduire l'empreinte carbone de la ville.
Il y a aussi bien sûr un cadre en France, un cadre institutionnel qui s'est mis en place. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important, c'est qu'en 2000, il y a eu un programme national, la mise en place d'un programme national de lutte contre le changement climatique et qui a conduit en 2014, et à ma connaissance c'est une première, à l'examen d'un projet de loi qui a conduit au vote à l'Assemblée nationale d'une loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte. Donc du coup en France on a réellement un support de loi sur la croissance verte. Alors maintenant que je vous ai parlé des enjeux, il faut quand même bien comprendre que le réchauffement climatique c'est quelque chose qui est déjà avéré et que même si en France, comparé à mon transparent de début, la vulnérabilité est faible, il y a quand même tout un tas d'endroits où le réchauffement climatique va avoir des conséquences. Bien sûr sous toutes les régions, avec des augmentations des vagues de chaleur, de l'évaporation, de l'effet de serre additionnel. Sur les grandes villes, avec l'îlot de chaleur, cet été on a eu une canicule énorme, et bien sûr à Paris, c'était encore pire que dans les autres agglomérations pluviales de l'Île-de-France. Il y a bien sûr, avec une augmentation de la température, une augmentation de la sécheresse, et donc du coup une prévalence des feux. En montagne, bien évidemment, s'il y a plus de chaleur, il y a moins de neige. S'il y a moins de neige, par définition, ça va être compliqué. Et puis, on est un pays avec un littoral très important, et donc du coup, le réchauffement climatique conduit à une augmentation des eaux, et donc du coup, forcément, à une érosion plus forte de tout notre beau littoral. Ah. Alors, par rapport au changement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux attitudes, atténuation et adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au départ, bien sûr, le principal, c'est d'essayer de traiter le mal, donc c'est d'essayer d'atténuer. Atténuer, c'est réduire les gaz à effet de serre. Essayer de produire moins d'effet de serre, donc moins consommer. Et là, je vous ai mis un petit diagramme que j'aime bien montrer, qui est l'impact du changement climatique. Donc là, on est dans un impact à 2 degrés. Donc on est en Ouganda, et c'est la production de café. Donc la production de café avec les terres conduisant à de la production de café, sachant qu'en Ouganda, 80% du PIB est lié à la production de café. Si on se limite à l'objectif de 2 degrés, on arrive à cette surface-là de production de café. Et donc du coup, même avec un réchauffement de 2 degrés, même si on contraint un maximum les émissions, et donc du coup, comme le dit le GIEC, on se limite à 2 degrés, ça ne suffira pas. Et donc du coup, l'atténuation ne suffit pas. Et donc du coup, il va aussi falloir s'adapter, il va falloir changer des choses. En plus de réduire les émissions, il va falloir changer notre mode de vie pour nous adapter à ce 2 degrés. Parce qu'on n'est pas à un 5 ou un 2 comme on voudrait, mais l'objectif atteignable est vraiment limité à 2 degrés. Et donc qu'est-ce que c'est l'adaptation? C'est la mise en œuvre de solutions innovantes pour contrer le réchauffement climatique. Et je vous ai mis enfin en bas un petit graphique qui est un graphique sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique en 2015. Et on se rend compte que, on ne marche quand même pas complètement sur la tête, on a mitigation, ça veut dire atténuation en anglais. 2 tiers des fonds ont été liés au départ à essayer d'endiguer le problème à sa source, c'est-à-dire de réduire les émissions. 2 tiers des financements ont été liés ont été utilisés pour réduire. Et puis, on est quand même déjà victime du changement climatique, et donc du coup, à peu près un quart a été utilisé pour d'ores et déjà faire de l'adaptation. Et bien évidemment, il faudrait qu'on soit tous dans ce petit carré-là, qui conduit à la fois à une atténuation et à la fois à une adaptation, ou plus exactement à une adaptation intelligente qui induit également une atténuation. Parce que adaptation c'est très très bien, mais il faut penser à adaptation intelligente. Parce que si on se réchauffe et que tout le monde met des climatisations, bien évidemment on va avoir moins chaud dans les appartements. Mais la climatisation ça consomme énormément d'énergie, et donc du coup on ne va faire qu'aggraver le problème. Autre petit exemple, c'est qu'effectivement on va avoir de moins en moins de neige. Mais les canons en neige, c'est pas la solution, parce que c'est également très énergivore. Et donc du coup, au lieu d'avoir de la neige naturelle jusqu'en 2050, si on met des canons en neige partout, on n'en aura peut-être plus qu'en 2030. Donc quand on pense adaptation, c'est bien d'essayer de penser adaptation, mais il faut penser adaptation intelligente, c'est-à-dire adaptation conduisant à de la résilience, et non pas adaptation aggravant le problème du changement climatique. Et donc du coup, voilà, les politiques d'adaptation doivent être des politiques efficaces, précoces, pour essayer d'anticiper, et surtout intelligente par rapport au changement climatique. Et donc là, je mets juste 2 petits exemples ici, qui est le rafraîchissement solaire et la climatisation solaire.
Dans un cas, c'est utiliser l'énergie solaire pour alimenter une climatisation. Alimenter une climatisation, pourquoi pas, mais si elle est alimentée par un panneau solaire, à ce moment-là, elle est nulle pour le réchauffement climatique, vu qu'on ne consomme pas d'énergie, on consomme juste l'énergie solaire, donc ça, effectivement, c'est intelligent. Et la deuxième, c'est le rafraîchissement solaire, c'est un peu la même technique, sauf que c'est à partir de cellules calorifiques. Donc du coup, en fait, on utilise la chaleur du soleil pour refroidir les maisons. Alors, comme je vous l'ai dit, le réchauffement climatique, c'est déjà avéré, on est déjà dedans. Donc là, en résumé, alors il y a bien d'autres conséquences, hein, mais il y a les 5 principaux. Donc on a des événements météorologiques extrêmes plus nombreux, on a plus de canicules, on a plus de tempêtes, en particulier dans les Caraïbes. On a déjà un écosystème perturbé, on a tous vu les ours polaires dériver sur la banquise et ne pas pouvoir rejoindre le continent arctique. On a déjà des productions en baisse, en particulier en Afrique. Je vous l'ai montré en Ouganda, mais c'est vrai un petit peu partout. On a déjà des problèmes de risque sanitaire accru. Le moustique tigre à Avignon, c'est quelque chose d'avéré. Les chenilles professionnelles en Bourgogne, alors qu'il y a un siècle, elles n'avaient pas passé les Pyrénées. Et puis la montée des eaux, c'est aussi quelque chose d'avéré, avec en particulier au Bangladesh, presque 20% du territoire qui est déjà en risque sanitaire. Mais oui, bien sûr, oui, mais c'est plus flagrant quand il y a 20 ou 30 millions de personnes qui sont obligées de se déplacer, mais effectivement, c'est déjà quelque chose d'avéré. Et donc voilà, je voulais juste dire que le réchauffement climatique, c'est quelque chose d'important et que tout le monde peut y contribuer, donc voilà, mobilisons-nous. Alors pour faire une transition dynamique, si vous avez une ou deux, Claude est prêt à répondre à, disons, une, deux ou trois questions maximum, de façon à ce qu'après le débat soit vous qui interveniez. À ce moment-là, on passera la parole à Jacques Esbana pour qu'il explique un peu comment ça va se passer. Après, juste une chose, je reste ici jusqu'à 6h. Donc après, de toute façon, je serai dans la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Si vous n'avez pas pu répondre à vos questions, n'hésitez pas. Je serai ici jusqu'à 6h pour répondre à vos questions. Pas de souci. On a les États-Unis qui n'ont pas signé le protocole Kyoto. Est-ce qu'ils ont un changement? Est-ce que ça va changer? Bon. En face, droit, comme ça. Droit. Non. Oui, alors est-ce qu'ils vont changer d'optique? Alors, il y a hélas, on parle beaucoup des États-Unis sur le protocole de Kyoto, mais il n'y a pas que les États-Unis. Le Canada avait ratifié le protocole de Kyoto et au moment de la mise en place, ils se sont aussi désolidarisés, donc ils ne sont pas tout seuls. Mais effectivement, les États-Unis et le Canada. Alors, la seule chose que je peux dire, pour l'instant, je ne sais pas, je ne fais pas partie de la com interne, mais ce que je peux dire, c'est qu'un pas important pour la suite, c'est la Chine qui représente 23% des gaz à effet de serre du monde et les États-Unis qui représentent 12% des gaz à effet de serre du monde se sont mis d'accord sur les fameuses INDC et ont un INDC commun et dont ils ont dit que si l'un mettait en place ces réformes, l'autre le ferait aussi. Donc du coup, il y a une espèce d'engagement et c'est la première fois et c'est à ma connaissance le premier domaine sur lequel la Chine et les États-Unis se sont mis d'accord sur si tu le fais, je le fais aussi. Alors je ne sais pas à quoi ça va déboucher parce que de toute façon les républicains ont dit qu'ils ne voudraient pas de choses contraignantes. Donc du coup, et comme il n'a pas la majorité, comme Barack Obama qui lui voulait avoir ça, comme il n'a pas la majorité, de toute façon il n'y aura pas de mise en place de choses contraignantes comme peut l'être le protocole de Kyoto. Mais dans la mesure où on a un premier accord entre les deux plus gros pollueurs du monde à faire un engagement, c'est quand même quelque chose de très très fort. Autre question? Quand on parle de notre empreinte écologique, en fait, on a quand même 45% qui sont une empreinte importée. On a effectivement diminué notre empreinte écologique en Europe. En France, on est à peu près à 7 tonnes par an par habitant. Mais si on inclut nos importations, on est à 10 tonnes et demie. Oui, bien sûr. Bien évidemment, mais c'est ça. Alors, ça va globalement, c'est plus global que ça, c'est qu'effectivement, mais ça va aussi dans le sens de la taxe carbone, c'est que l'empreinte des pays développés ou de certains pays
va peut-être être plus importante, mais à condition qu'elles mettent en place des transferts d'argent, parce que c'est des pays riches, vers d'autres pays qui, eux, n'ont pas les capacités à polluer, ça va aussi dans le bon sens. Un pays qui pollue peut-être un peu plus que les autres, ou qui prend en compte, si on prend en compte la totalité des choses, il y a aussi les forêts, il y a aussi les avions, etc. C'est que certains pays polluent plus, pourquoi pas, à condition qu'elles permettent à d'autres pays de polluer moins. C'est un peu l'idée, et ça c'est la première question. Et la deuxième chose, c'est que sur la quantité d'émissions que l'on émet, ça reste quelque chose qui est très sujet à controverse, parce que les avions, pour l'instant, ne sont pas pris en compte. Les bateaux, il y a un premier compromis, mais qui est un petit peu compliqué. Il y a l'impact des forêts, parce que, par exemple, la Russie se targue d'avoir réduit de 25% de ses émissions de gaz à effet de serre, mais en fait, elle n'a pas réduit ses émissions de gaz à effet de serre, elle a augmenté sa forêt. Où elle a pris, entre 90 et 2000, plus exactement, entre 90 et 2013, elle a pris en compte l'impact de ses forêts. Donc effectivement, la France, si on prend en compte les exportations, il y a effectivement une barre d'erreur, mais il y a beaucoup d'autres barres d'erreur, et ça fait partie aussi de la COP21. Le principe de GAJ-MRV, donc le principe de comment est-ce qu'on comptabilise et que tout le monde parte du même objectif pour compter ses émissions. Comment est-ce qu'on compte ces émissions? Comment est-ce qu'on monitore, donc comment est-ce qu'on vérifie que les gens émettent bien ça, et comment est-ce qu'on le met en place? Ça fait aussi partie de la COP21 de standardiser la façon dont on comptabilise les émissions. Est-ce que ça répond à votre question? On va peut-être... alors une dernière vraiment, parce qu'après il faut qu'on passe au débat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont faites les mesures justement des émissions et qui les fait et, voilà, juste, parce que je me méfie des chiffres. Il y a plusieurs choses. Il y a la comptabilisation des émissions qui sont basées sur des techniques qu'on appelle bottom-up, donc du coup on comptabilise pour chacun des secteurs d'activité quelle est la quantité d'émissions que l'on a en entrée, et puis on a des facteurs d'émissions qui nous permettent d'avoir les quantités d'émissions. Ça c'est ce qu'on fait. À ça on réduit tous les puits. Donc s'il y a de la forêt, si on a une augmentation de forêt, etc., on réduit tout ça. Et ça c'est basé sur des facteurs d'émissions. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place et qui est toujours utilisé pour faire les quantités d'émissions. Maintenant, dans le cadre de la COP21, on met en place, et ARIA est associé à ça, ce qu'on appelle de la modélisation inverse, c'est-à-dire qu'on met des capteurs de CO2 dans les pays, à certains endroits autour des agglomérations particulières ou dans des sites un peu stratégiques, et puis on mesure la quantité de gaz qui est réellement dans l'atmosphère. Et puis grâce à de la modélisation, un peu comme on fait de la dispersion pour la météo ou les choses comme ça, on fait tourner le modèle à l'envers, et donc on part des concentrations, on fait tourner le modèle à l'envers pour arriver à voir si les émissions que l'on a sont bien correctes. Et donc du coup, c'est ce qu'on appelle le GAJ-MRV, et ça fait partie de la COP21. Est-ce que ce genre de technique va être utilisé pour vérifier? Donc il y aura une déclaration qui sera basée sur la déclaration de l'industrie, du trafic et de tous les secteurs industriels. Et puis normalement, après, il devrait y avoir une vérification faite par le GIEC, qui sera sur certains points névralgiques des différents pays, qui vérifiera à partir des concentrations que l'on a et de la modélisation inverse si les quantités qui sont vraiment déclarées sont les quantités justes. Et ça fait aussi partie de la COP21, savoir est-ce que ce genre de technique va être mis en place ou pas, est obligatoire. On va s'arrêter là-dessus. Alors,